Bonjour Essar. Bonjour Tom. Alors Essar, Et, Oui, bonjour. Et puis je voulais dire bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent et qui nous voient. oui, Et je voulais leur souhaiter aussi de bonnes vacances puisqu'on est au mois de juillet. Après le 15 juillet, je pense que tout le monde est parti un petit peu en vacances. C'est la période privilégiée 15 juillet, 15 août. Alors on leur souhaite de bonnes vacances. d'accord. Merci pour eux Essar. Alors, nous sommes arrivés tant bien que mal au CITREP numéro 22. Nous sommes le 21 juillet 2017. Ouais, Et il y a comme d'habitude beaucoup de choses qui se passent en Syrie et à la périphérie de la Syrie. Alors on va peut-être évoquer, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va évoquer des sujets qui sont chers à votre cœur, si je puis dire. C'est ouais. euh, c'est la cause palestinienne et puis c'est la situation particulièrement difficile depuis quelques jours. C'est la journée de la colère palestinienne, si on peut l'appeler comme ça, Tout à fait. où en Israël, les Israéliens, enfin les militaires et la police israélienne restreint l'accès à la mosquée d'Al-Aqsa par des portiques de sécurité et des caméras. Voilà. Et puis, En fait, c'est vrai que l'état d'occupation, en fait, il va de provocation en provocation depuis le mois dernier où ils ont commencé par interdire les appels à la prière et où l'ensemble des Palestiniens, chrétiens, musulmans ont affirmé leur volonté de continuer et de lutter pour ces appels à la prière, qu'il y a eu des patriarches palestiniens qui ont dit si on vous interdit d'appeler à la prière de vos mosquées, nos églises sont ouvertes et appelleront à la prière aussi. Donc, en fait, tout ce mouvement de solidarité et d'unité entre les Palestiniens n'a provoqué que l'escalade du côté israélien dans l'agression, en fait, contre les droits les plus élémentaires, les plus évidents de pratiquer la religion dans une ville sainte comme Jérusalem, oui, qui est une ville sainte pour toutes les religions, pour la religion musulmane, mais pour la religion chrétienne aussi. Et là, la mosquée Al-Aqsa a, dans la religion musulmane, le même poids que Al-Kaaba, en fait, que la Mecque. d'accord. Donc, en fait, cette agression est une agression contre les croyances, contre la civilisation, contre le peuple palestinien, pas seulement dans ses croyances, mais dans son être, dans le plus profond de son être, hein, et de sa terre et de sa chair, en fait. Donc, la protestation a été très violente. Ils ont mis ils ont installé. D'abord, déjà, il y avait des incursions régulières de la mosquée Al-Aqsa par des colons Oui, qui rentraient, qui dansaient, qui piétinaient. En fait, donc une manière de piétiner les croyances et les lieux saints, les lieux saints palestiniens, musulmans et chrétiens. Et c'est une manière de piétiner la population. Donc, oui, à chaque fois, bien entendu, la population palestinienne a réagi en défendant ses droits, en défendant sa croyance, en défendant son honneur. oui, Donc, il y a eu pas mal d'agressions de la part des colons sous les yeux de l'armée ou de la police de l'occupant, qui est censé protéger la population, mais qui ne l'a pas fait. Donc, il y a eu des blessés et des morts, en fait. oui, oui, oui. Donc, et dans ces manifestations contre ces décisions de l'occupant, il y a eu aussi des blessés et des morts, puisque l'armée
israélienne a commencé à tirer sur les manifestants. Je rappelle que l'imam de la mosquée Al-Aqsa a été blessé, que le député Mustafa Al-Barghouti a été blessé aussi par des tirs de l'armée israélienne, il y a eu, rien que dans la journée d'aujourd'hui, il y a eu des dizaines de blessés, 4 morts en fait, dont 2 ont été fait partir de balles de la part des colons. Et sous les yeux de l'armée, sous les yeux de l'armée israélienne qui n'a pas du tout réagi. Donc en fait, cette pose de caméras et puis de portiques électroniques, ajoutée à toute l'escalade et à toutes les provocations précédentes, ont fait que aujourd'hui, ça a été la journée de la colère, c'était le vendredi de la colère palestinienne. Oui. Dans tous les pays arabes, notamment en Syrie, au Liban, en Jordanie, il y a eu des mouvements en Égypte aussi, et il y a eu des mouvements de solidarité, bien entendu, avec le peuple palestinien. Il y a eu des grands meetings. Je voudrais citer les plus importants. Le plus important a été dans les villages du sud Liban, à Sour aussi. Ça a été un très grand meeting de toutes les forces de l'armée, de toutes les forces de la résistance libanaise, et de la résistance palestinienne unie sur le territoire sud du Liban. Donc un grand événement qui a été fait aussi à Damas, dans pas mal de villes de la Syrie, alors que la Syrie est occupée aussi dans sa guerre contre le terrorisme, mais pour nous et pour l'État syrien, la question principale est la question palestinienne, et il ne s'agit pas de laisser les Palestiniens seuls dans la bagarre. Donc, un grand mouvement de solidarité qui s'est exprimé dans la journée d'aujourd'hui, et puis, pour affluer ce grand mouvement. Alors, je voulais dire aussi qu'à partir de là, je n'ai pas encore les nouvelles, puisque à partir de la prière du coucher du soleil, les Palestiniens affluaient vers la mosquée Al-Aqsa, et comptaient rester sur place jusqu'à la prière de la nuit, et peut-être plus dans la nuit aussi rester à occuper les lieux et à faire des prières pour protester. Donc là, je n'ai pas les nouvelles de ce qui s'est passé. D'accord. Mais Essar, justement, certains analystes vont jusqu'à dire que ce qui s'est passé et ce que l'armée israélienne a commis, y compris cette installation de portiques de sécurité, serait peut-être une grave erreur israélienne qui pourrait impulser en fait la 3e intifada, qui pourrait être le début de la 3e intifada. Je crois qu'il y a des appels effectivement à une intifada de toutes les forces palestiniennes. Il est clair qu'il est hors de question que les Palestiniens puissent laisser passer ça. Les Israéliens accentuent leur agression puisque ils se retrouvent dans un climat de lune de miel, je dirais, totale avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc., chose qui n'a jamais existé jusqu'à présent. Et malgré le fait qu'ils aient eu toujours des relations un peu en dessous de la table, mais là, c'est au grand jour, une coopération, une collaboration importante, et puis une désignation d'un ennemi commun qui est l'Iran. En fait, c'est dans je crois que dans cette jubilation que l'État de l'occupant israélien accentue ses pressions et accentue ses agressions contre le peuple palestinien, sans penser que tout ça, ça peut se retourner et ça peut faire
une grosse explosion en Palestine occupée et en Palestine, donc voilà. Et moi, je pense que ça va arriver. Effectivement, aujourd'hui, il y a eu les différents chefs des factions, enfin des différentes les différentes organisations palestiniennes. Oui. Il y a eu un appel de Hamas, un appel de FPLP, le Front populaire de défense de la Palestine, en fait de libération de la Palestine, et puis d'autres organisations qui ont appelé effectivement à une intifada et à une action concertée commune pour répondre en guise de réponse à ces agressions répétées. D'accord. Alors, avant d'entamer, je dirais, l'analyse de la situation à l'intérieur de la Syrie, et spécifiquement concernant la Syrie, je voudrais qu'on aborde, si vous le souhaitiez, la libération de Mossoul, hein, la libération stratégique de Mossoul, donc la grande ville irakienne. C'est une grande victoire des Irakiens et aussi des Syriens hein, concernant l'encerclement et la libération donc de la ville, de la présence de Daesh, et puis bientôt de celle d'Deir ez-Zor et de Raqqa en Syrie, hein, et la connexion et la coordination des forces syro-irakiennes. Et on l'a vu d'ailleurs, hein, cette connexion et cette coordination des forces irakiennes sur la frontière irako-syrienne, pour faire un peu, je dirais, une mauvaise blague, enfin, si on peut dire, hein, aux Américains qui souhaitaient empêcher cette connexion entre l'Irak et la Syrie via justement cette frontière que les Américains voulaient empêcher de la libération. Absolument. Alors en fait, la libération de Mossoul est un événement effectivement très important. Donc de cette plateforme et de ce lieu, je voudrais présenter toutes mes félicitations au peuple irakien, toutes mes félicitations à l'armée irakienne, aux forces du Rassemblement populaire irakien pour cette grande réalisation et cette grande victoire pour la libération, qui est la libération de Mossoul. C'est vraiment une très grande victoire pour le peuple irakien, mais aussi pour tous les peuples de la région, pour tous les peuples qui luttent contre le terrorisme. Donc pour la Syrie autant que pour l'Irak et autant que pour l'Iran. C'est aussi une grande victoire du front et de l'axe de la résistance, et je dirais du front de la résistance. Les Américains ne voulaient pas que qui ont fait pression pour que les forces de rassemblement populaire ne participent pas à cette libération de Mossoul. Ils voulaient l'empêcher, mais de toute façon, cette libération a eu lieu. Je rappelle qu'Obama parlait de 10 ans pour la libération de Mossoul ou 3 ans, ou c'est différents chiffres qui ont été annoncés sous Obama. Et puis, ça a été une libération très rapide. Aujourd'hui, les forces irakiennes se dirigent vers Tel Afar aussi, et tout le département de Ninawa. En fait, toute cette partie se libère, je peux dire, est libérée de plus en plus rapidement. En fait, la libération s'accélère. Hein. Les forces du Rassemblement populaire, comme les forces de l'armée irakienne, ont été très efficaces et très victorieuses. Ils sont de l'autre côté de la frontière, ils se sont donné la main avec l'armée syrienne et les forces alliées de l'armée syrienne. Je rappelle que la Syrie, l'armée syrienne et ses alliés ont rejoint la frontière irakienne au nord du Tanaf au début du mois de juillet. Et ça a été aussi une très grande victoire. Hein.
puisque les Américains voulaient absolument interdire cette rencontre. Aujourd'hui, la libération et la sécurisation des frontières entre Al-Tanaf et Boukamal, entre la Syrie et l'Irak, Oui. c'est quelque chose de très important pour couper à la fois les voies d'alimentation et de ravitaillement des terroristes Oui. dans la Badia syrienne, en fait, qui est on appelle le désert syrien, où l'armée syrienne aussi avance de manière extraordinaire. Je rappelle aujourd'hui, il y a 45 000 km² de la steppe syrienne, en fait, de ce désert, qui a été libéré sur 55 000 km². Donc, en fait, une très grande proportion qui est libérée. On peut parler de presque 80% de cette steppe syrienne qui était le nid de tous ces terroristes et de toutes ces forces Daesh et Al-Nusra et X organisations qui pullulaient à l'intérieur. Oui. Je tiens à rappeler quand même que cette steppe aussi est très importante puisqu'elle héberge les stations des champs de pétrole et de gaz qui sont très importants, et qu'aujourd'hui l'armée syrienne, l'armée arabe syrienne et les forces alliées ont récupéré et ont recouvré la majorité de ces champs gaziers pétroliers. Ce qui est très très important quand même pour l'économie, la remise en état de l'économie, je dirais pour la reprise progressive de l'économie syrienne aujourd'hui. Donc, en fait, tout ceci, l'interaction entre l'armée syrienne et irakienne et les forces du Rassemblement populaire, les forces alliées syriennes, cette interaction des deux côtés de la frontière irako-syrienne sont bénéfiques pour les deux pays et permettent une avancée beaucoup plus importante des deux côtés, beaucoup plus rapide, je dirais, une accélération des libérations des territoires des deux côtés. Ce qui, hélas, n'empêche pas les Américains de renforcer quand même leur soutien à Daesh en Syrie. Oui, justement, vous entamez effectivement l'existence et les actions criminelles des forces américaines contre la Syrie. Je voulais faire une parenthèse sur Mossoul. Vous avez effectivement souligné le courage et puis l'extraordinaire combativité des forces irakiennes à Mossoul. D'autant plus que ces forces-là étaient, je dirais, survolées par des forces de la coalition US qui commettaient des crimes de guerre effroyables. Exactement. Avec des bombardements contre des civils. Et oui, et puis et au phosphore, c'est formellement interdit d'utiliser ce type d'arme qui produit des blessures absolument atroces, puisque ça brûle dans la chair jusqu'à ce qu'il y ait de l'oxygène, est-ce que le phosphore s'éteigne de lui-même. Donc c'est absolument abominable, c'est peut-être même presque pire que d'être brûlé vif, parce que c'est vraiment, dans l'horreur, on est vraiment au plafond, je dirais, tout simplement. Donc effectivement, les forces irakiennes se sont battues également quelque part contre les forces américaines qui essayaient de saper leur victoire. Absolument. Et on retrouve ce comportement-là en Syrie, puisque quand l'armée syrienne a voulu s'approcher de la frontière irakienne, les forces terroristes qui sont managées par les forces américaines et qui ont pris Al-Tanaf ou Al-Tanf,
enfin ça dépend comment on l'appelle, hein, se sont précipités pour attaquer les forces syriennes. Donc on a la même volonté d'empêcher. Les Américains ont bombardé carrément voilà. les Syriens. Voilà. Les forces américaines ont bombardé l'armée syrienne carrément. Oui. Effectivement. C'était des actions de l'armée américaine, mais aussi l'armée américaine a bombardé des bâtiments de civils qui sortaient de Raqqa pour éviter d'être pris en sandwich dans les combats à Raqqa. Ils sont sortis en fait et qui ont été aidés à sortir par l'armée syrienne. Et ben l'armée américaine a bombardé tout un immeuble qui était d'école en fait, qui ont été transformés en lieu d'hébergement pour les gens qui quittaient Raqqa pour éviter d'être tués, d'être pris en sandwich dans ces feux. Donc, ils ont bombardé ces immeubles par le phosphore blanc. Ils ont bombardé Raqqa elle-même par le phosphore blanc. Ils ont fait, l'armée française a aussi bombardé des villages dans le nord du gouvernorat de Raqqa aussi, avec du phosphore blanc et des bombardements où ils ont vraiment carrément détruit les immeubles sur la tête de leurs habitants. C'était un bilan de 300 morts qui ont été qui ont dépéri sous les décombres. Tout ceci, soi-disant, ils sont en train de lutter contre le terrorisme, alors qu'en fait, eux, à chaque fois, ils interviennent pour aider les terroristes à avancer, ou alors quand ils envoient des parachutes soi-disant d'aide humanitaire ou militaire, bizarrement, ça tombe toujours chez Daesh. Oui. Alors donc, justement, ces erreurs répétées, soi-disant de l'armée américaine et de ses alliés, de toutes les forces alliées dites de la coalition qui lutte contre le terrorisme. Alors, ne faut-il pas y voir une forme absolument cynique, extrêmement cynique, de la criminalité des forces américaines, ou en tout cas de la coalition US en général, dans cette affaire, puisque la collusion entre Daesh et les forces militaires de la coalition US apparaît avec le temps de plus en plus évidente. Et dans ce cas, ça veut dire que pour donner l'impression d'avoir des actions militaires, eh bien les seuls qui peuvent encore bombarder pour donner l'impression de faire quelque chose, parce que c'est peut-être ça en fait l'objectif, c'est de donner l'impression que la coalition US fait quelque chose, même si elle commet des crimes, c'est de bombarder les civils finalement, que les seuls qui ne correspondent pas à leurs intérêts, contrairement à Daesh. Exactement. En fait, ils prétendent lutter contre le terrorisme, mais en fait, on le sait depuis le début que cette coalition a été faite, a été créée et est intervenue en Syrie ou en Irak. À chaque fois, ça a été pour bombarder des civils ou pour bombarder l'armée syrienne. Donc, bombarder ceux qui luttent contre le terrorisme. Et donc, il est certain, ce que vous dites est tout à fait vrai, et c'est très évident sur le terrain, mais il continue à vouloir garder un masque de lutte contre le terrorisme vis-à-vis à la fois des instances internationales, mais aussi vis-à-vis de leur peuple, parce que tous ces pays, je ne pense pas du tout que les peuples français, danois, norvégiens, belges et belges, etc., même américains, qu'ils soient d'accord pour qu'on puisse bombarder des populations civiles comme ça, qu'on intervienne dans d'autres pays pour soit changer le pouvoir, soit tuer les civils comme ça, pour des raisons toutes économiques qu'elles soient, je veux dire, parce que la raison non déclarée de toutes ces agressions, c'est effectivement
mettre la main sur les ressources de pétrole, de gaz, etc. en Syrie, empêcher la population syrienne de profiter de ses propres ressources et piller donc les ressources de ces pays, en plus du fait d'utiliser cet espace géographique important et très correct, enfin, très stratégique du point de vue géographique, qui fait le lien entre l'Est et l'Ouest, qui fait le lien entre les mers chaudes et puis les mers intérieures froides, etc. Donc c'est ce pays qui est sur la route de la soie quand même depuis tout temps, montre quand même que c'est une position complètement stratégique et importante, géographiquement parlant, pour dominer le monde. Enfin, moi, Alexandre Macédonien disait que quand on veut dominer le monde, si on domine la Syrie, on peut dominer le monde. C'était donc au IIIe siècle. Hein. Donc voilà. Oui, effectivement. Donc le but, il est bien un but impérialiste, hégémoniste et colonial. Et pilleurs. Donc, on ne peut pas dire qu'ils luttent contre le terrorisme et on ne peut pas dire qu'ils sont aux côtés de la population civile syrienne. Non, c'est sûr. Il apparaît très clairement que les terroristes, ce sont des mercenaires. Hein, parce que la coalition US et plus précisément les Américains ne peuvent pas envahir avec leurs propres troupes la Syrie. Ça serait un acte de guerre. Hein. Donc voilà, on utilise ce qu'on appelle des proxys qui permettent de commettre les mêmes crimes sans être directement, je dirais, désignés comme étant coupables de ces crimes-là. Donc c'est bien façon, la théorie de Zbigniew Brzezinski, en fait, tristement célèbre et qui vient de mourir. Oui. C'était bien sa théorie pour permettant qui était de s'appuyer sur des mercenaires de l'extérieur pour éviter que les États-Unis ne perdent de leur propre population, pour qu'il n'y ait pas de dépenses, hein, puisque ces proxys ou ces instruments qui sont les terroristes sont payés grassement par l'Arabie Saoudite, le Qatar, les pays du Golfe, etc. Ils sont véhiculés à travers la Turquie et la Jordanie. Donc, en fait, les États-Unis ne font qu'en tirer les bénéfices, mais sans aucune dépense et sans aucun frais humain, je peux dire. Puisque c'est pas parce qu'ils aiment plus leur population, mais c'est pour éviter les critiques internes et les mouvements internes de leur population contre l'implication dans des guerres pour le pétrole. Rappelons quand même qu'il y avait eu un grand mouvement au sein des États-Unis pour arrêter la guerre du Vietnam. Hein. Absolument. Voilà. Et donc, pour éviter qu'il y ait ce type de mouvement, là, maintenant, ils s'appuient sur des mercenaires de l'extérieur. Ils sont payés en plus par l'extérieur et par des pays qui leur sont complètement, asservis, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, les pays du Golfe, hein, les Émirats. Et, bon, pas tous, mais certains de ces Émirats. Où ils tiennent d'ailleurs leur base militaire et ils les ont vraiment, ils sont sous leur férule complètement, avec des familles qui sont au pouvoir, qui sont leurs propres serviteurs. D'accord. De toute façon, en fin de CITREP, on évoquera la situation justement entre la j'allais dire la Saoudie, l'Arabie Saoudite et le Qatar, hein, concernant ces mises en garde, ces ultimatums et compagnie, hein, qui font rire, hein, qui font rire hein, dans un certain sens. Hein. Bon, absolument. Voilà. Absolument. Absolument. On va évoquer la lutte intestine dans le gouvernorat d'Idlib, hein, occupé par les terroristes, hein, quasiment occupé partout par les terroristes.
Et puis, vous vouliez faire une parenthèse sur la petite ville d'Afrin, qui se trouve dans la partie nord-est de la Syrie, dans la partie dite kurde. Hein, Mm. c'est En fait, oui, pardon. je vous laisse répondre. Ok. En fait, ceci était dans le sillage, effectivement, des réactions par rapport à la libération de Mossoul, le renforcement du mouvement par rapport à la libération des territoires, justement, qui sont occupés aujourd'hui par Daesh al-Nusra, Oui. qui sont aidés régulièrement par la Turquie. Et face à cela, on voit que les États-Unis soutiennent les Kurdes dans le nord de l'Euphrate, en fait nord-est de l'Euphrate, soutiennent les Kurdes. Ils continuent à leur livrer des munitions, et ils continuent à leur livrer des armes, et des armes de plus en plus sophistiquées, ce qui n'est pas pour plaire à la Turquie, Ouais. du tout, qui considère que si les Kurdes se renforcent en Syrie, ça menace sa sécurité intérieure. La Turquie, d'ailleurs, jusqu'à présent, n'oublions pas que elle a violé et elle continue à violer la souveraineté syrienne par ses chars, Oui. par ses armées qu'elle cache sous le drapeau de l'armée syrienne libre, qu'elle appelle. Donc en fait, aujourd'hui, on sait que derrière l'armée, ce drapeau de l'armée syrienne libre, ce ne sont que des forces turques et des armées turques qui avancent. Donc en fait, ils ont avancé vers Tel al-Arab, vers Kobani, il y a 2 ans. Vous le savez, il y a eu Oui. des combats acharnés. Kobani a été libéré de tous les terroristes et ils se sont largement opposés à l'invasion turque. Hein. Mais à Manbij, les forces qui ont libéré la ville aussi ont pactisé avec l'armée syrienne, ce qui n'était pas pour plaire du tout à la Turquie. Oui. Aujourd'hui, ils s'attaquent du côté d'Idlib, donc à Afrin, à la ville de Afrin. Les habitants de Afrin affirment qu'ils sont des citoyens syriens et que ils sont pour la défense de l'État syrien et ils pactisent avec l'armée syrienne, ce qui n'est pas pour plaire non plus aux Turcs. Hein. En Oui. fait, ce qui fait que la Turquie a des relations très tendues avec les États-Unis d'un côté, et on voit, à cause justement de leur soutien aux Kurdes en Syrie, et on voit que récemment, Oui. la Turquie s'est livrée à donner tous les détails, comme ça, à la presse, etc., tous les détails Des des bases installations. américaines, Oui. des installations et des bases américaines qui existent en Turquie. En Et sachant. peut-être Oui. d'autres dans la région aussi, En sachant comme Qatar. oui, en sachant que la Turquie est la deuxième force militaire de l'OTAN, hein. Tout à fait. C'est donc d'importance quand même, hein. Oui, tout à fait. C'est une deuxième force militaire de l'OTAN. La Turquie est liée aussi à l'OTAN, enfin, elle en fait partie. Oui. La Turquie héberge des bases américaines importantes sur son territoire. La Turquie a été aussi une base d'entraînement des terroristes qui était très efficace. Il y avait huit centres d'entraînement quand même sur les territoires turcs, des centres d'entraînement de terroristes qui étaient véhiculés par la suite Oui. par les frontières syro-turques, donc à l'intérieur de la Syrie. Je tiens à rappeler quand même que
l'étendue de la frontière entre la Syrie et la Turquie avoisine 1000 kilomètres. En fait, c'est du 980 kilomètres, Oui, oui, oui. donc qui est très difficile à tenir et à défendre et à boucler par l'armée syrienne. Donc, Oui. il filtrait effectivement à travers la Turquie. Et aujourd'hui, c'est à travers cette frontière qu'ils vont aussi alimenter et ravitailler les terroristes à Idlib. Comme une des conséquences d'Astana, en fait, où il y avait pas mal d'organisations terroristes qui ont signé les trêves, où on signait aussi les zones d'apaisement. Oui. Aujourd'hui, on sait qu'il y a presque 222, je viens d'apprendre, oui, 222 organisations qui ont adhéré à ces cessez-le-feu ou à ces 228, pardon, 228 factions terroristes qui ont accepté de cesser les actions terroristes. Donc c'est très important. Oui. En fait, comme c'est par contre, donc il y a ça et il y a eu les accords d'Astana dans les zones d'abaissement de tension, Oui. De désescalade, qui oui. sont de désescalade, oui, voilà. Et dans ces grandes 4 zones, alors ceux qui continuent, ceux qui n'ont pas signé, c'est Al-Nusra, bien entendu, c'est Ahrar al-Sham, c'est Jabhat al-Sham, etc. Qui continuent. Alors, selon leur ravitailleur, ils sont, que ce soit l'Arabie Saoudite ou le Qatar, ils se battent entre eux et ils se livrent à une guerre très très violente aujourd'hui à Idlib. Ils s'entretuent aussi bien à Idlib, aussi bien aussi à Douma, oui. Du côté de Damas. Douma et Harasta, ils se font une guerre terrible. Et donc, bon, moi je dirais c'est tant mieux, ils s'entretuent. La plus dure situation, c'est pour la population qui se trouve entre les deux parties. Quoi. Oui, oui, oui. C'est surtout ça. Mais c'est peut-être la caractéristique... et ça, oui, c'est peut-être la caractéristique du sentiment de défaite des terroristes. Hein. Pour qu'ils en arrivent à s'entretuer, c'est peut-être parce que bien sûr, finalement, ils se rejettent la faute. Ils se traitent de traîtres. Hein. Voilà, oui, bien sûr. Ils se traitent mutuellement de traîtres, de lâches, de tout, en fait. Effectivement, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est bien parce qu'ils sont défaits qu'ils s'entretuent. Tout à fait. Ils s'accusent de trahison, lâcheté, de trahison. Ouais. Alors, exactement. Il y a ces aspects-là, et puis heureusement, en Syrie, il y a des choses quand même qui sont encourageantes, hein, qui se produisent. Bien sûr. Comme les réconciliations, par exemple. Hein, et puis le retour des réfugiés en Syrie. Retour des Syriens déplacés même de l'intérieur, hein, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont à l'étranger, et puis il y a ceux qui sont à l'intérieur de la Syrie, mais ailleurs que là où ils vivaient avant. Et puis on a donc un redémarrage de la vie dans les zones libérées de la présence des terroristes. Hein. Souvent d'ailleurs des zones très dégradées sur le plan de l'état des infrastructures, comment je dirais, de l'état des bâtiments également, parce que évidemment, étant préalablement occupée par les terroristes, l'armée syrienne a dû malheureusement détruire un certain nombre d'édifices pour se débarrasser de ces criminels. Hein. En fait, ce sont les terroristes qui, à chaque fois qu'ils quittent un endroit, ils minent l'ensemble des structures et des bâtiments, y compris les bâtiments
comment dire, du patrimoine archéologique. Oui, on a bien vu comment ils ont miné Palmyre, on a bien vu comment ils... C'est en fait une manière systématique d'agir qu'ils ont, c'est de miner l'ensemble des quartiers qu'ils quittent. Ils minent jusqu'aux portes des maisons, jusqu'à l'intérieur des frigos, et, etc. Et ils font exploser tout ça. Alors, s'ils ne le font pas exploser avant de partir, ils explosent sur les gens après. Ou ils mettent le feu. Ils mettent le feu, exactement. Une action criminelle par excellence. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand il y a des quartiers qui sont libérés, la population est interdite d'y aller. La première équipe qui y va, c'est l'équipe de déminage. Oui. Une fois elle a bien travaillé, elle a bien fini son travail, à déminer la totalité des édifices, la totalité des maisons, la totalité. Les équipes de réhabilitation rentrent par la suite pour réhabiliter les circuits d'eau, d'électricité, les égouts, les circuits et donc tout ça. Et c'est seulement après que la population peut rentrer chez elle et puis faire l'état des lieux de leurs appartements, de leurs biens, etc. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a eu énormément, enfin pas mal de quartiers et de villes qui ont été libérées. On peut dire quand même les 4 villes principales sont totalement libérées, c'est-à-dire Alep, Hama, Homs, et puis Damas, bien entendu, complètement libérée de tous les terroristes. Souaïda, elle est aussi en grande partie libérée, Dera en partie. Mais bon, à Dera et Souaïda, il y a encore des batailles acharnées qui continuent, mais pas dans la ville, mais c'est surtout dans les alentours, dans les environs de la ville, comme dans les environs de Damas. Ouais, c'est les signes d'une défaite stratégique retentissante que les 4 plus grandes villes de Syrie soient désormais de nouveau sous le contrôle du gouvernement syrien. Hein. Plus quand même 45 000 km² de la steppe qui ont été libérés sur 55 000. Donc il reste la ville de Deir ez-Zor et de Raqqa, sachant que l'armée syrienne avance dans les faubourgs de Raqqa et de Deir ez-Zor aussi de jour en jour. Donc en fait, la progression sur le plan militaire est une progression très positive, très saine et qui va dans le sens de la reprise sous le contrôle de l'État de l'ensemble du territoire syrien. On va dans ce sens-là et c'est la volonté déclarée à la fois du peuple syrien et à la fois de la direction syrienne et donc de l'État syrien et de l'armée. Donc ça, c'est très important. Je peux dire que de manière parallèle, les réconciliations se faisant, les armées, les personnes armées ou les terroristes armés sortent de cette ville ou de la région. Ils vont à Idlib ou à Raqqa, ou à Jarablos. D'ailleurs, maintenant, on leur propose l'un ou l'autre et on les accompagne là où ils vont. Ils laissent tomber les armes lourdes, mais ils ont le droit de partir avec une arme personnelle légère dans les villes de leur choix, donc soit Idlib, soit Raqqa, soit Jarablos. Et comme je disais la dernière fois, j'en ai fait état. La dernière fois, c'était un événement important, et là, c'est la 3e fournée ou la 4e fournée qui revient de Jarablos, en fait, de personnes qui avaient choisi de continuer à se battre contre l'État syrien, qui, une fois arrivés à Jarablos, reprennent les mêmes cars et reviennent, se rendent, et puis
se rendent donc à l'armée syrienne et puis reprennent une vie citoyenne normale et disant que de toute façon, ils ont été complètement trompés, même dans les promesses en fait d'une vie minimum. Et je dirais après cette bataille qu'ils ont livrée, bon, et ils reviennent, ils sont déçus. Ça c'est une petite partie des gens qui en fait sont poussés par les mauvaises conditions d'accueil proposées par la Turquie à revenir dans le sein de la patrie syrienne. La deuxième partie, ce sont des gens qui étaient effectivement qui ont quitté à cause qui ont les exilés vers l'intérieur, en fait, les gens qui sont partis, les déplacés de l'intérieur, parce que leurs villages ont été occupés par les terroristes, etc. Ceux-là, ils reviennent dans leur quartier une fois les quartiers ont été libérés, réaménagés par, comme on avait dit, par les équipes de la ville, et ils reviennent voir leur maison et faire l'état des lieux, reconstruire, revivre chez eux. Et là, il y a eu près d'1,5 million de personnes qui sont revenues. Donc les habitants d'Alep-Est, de certains quartiers d'Alep-Est, reviennent chez eux et recommencent à construire. Les habitants du quartier Al-Wa'ir à Homs sont revenus aussi et commencent à reconstruire et à mener une vie normale. Les habitants de quartiers et de villages de Hama, de Souran, etc., et de plusieurs villages dans le nord de Hama ont été aussi, les gens sont retournés dans leur village et leur ville, ils sont enchantés en fait, vraiment. Bon, ça c'est quelque chose de très important, ce mouvement prend de l'ampleur et je voulais dire que Manbij et ses environs vivent aussi la troisième phase des réconciliations. Les hommes armés sortent et puis les gens sont plutôt relaxés et revivent normalement. C'est le cas aussi des villes du Qalamoun syrien, les villes dont il était toujours un foin pas possible, Bloudan, Zabadani, Madaya, Sergaya, toutes ces villes qui ont été libérées, toutes les villes de Wadi Barada aussi ont été libérées des terroristes et les habitants reviennent dans leur ville. Ils sont enchantés et ravis et ils recommencent à construire. Tout ceci fait que l'État syrien gagne en popularité aussi et beaucoup de personnes, il y a bien entendu beaucoup de travail à faire. Et pour le redémarrage, pour assurer à tout ce monde aussi bien l'eau courante, l'électricité, toute l'infrastructure nécessaire à une vie normale qui a été détruite par les terroristes, ben, tout ça se fait progressivement et rapidement.